Bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette avant-dernière table ronde de ce colloque de 2 jours. Merci tout d'abord aux 8 organisations qui sont à l'initiative de ce colloque effectivement important, un colloque commémoratif pour la sécurité sociale. La philosophe des sciences qui s'appelle Vinciane Després, que j'aime beaucoup, qui a fait paraître en 2023 un ouvrage qui s'intitule « Les morts à l'œuvre », parle au tout début de son bouquin de la commémoration. C'est un passage philosophique très intéressant. C'est une compatriote, c'est pour ça que Pascal me regarde comme ça. Et elle dit que la pragmatique de la commémoration, c'est en fait une vie qui résiste à son effacement. Donc, pour ce qui est de la sécurité sociale, avec ses 80 ans, on lui souhaite évidemment un avenir encore radieux. Merci à Pascal Dorival, merci à Daniel Lenoir qui m'ont sollicité pour animer sa table ronde. C'est pas mon métier d'animer les tables rondes, mais pour eux, je le fais avec beaucoup de plaisir et pour cette thématique, encore plus. J'ai rejoint il y a peu de temps la Fondation pour l'écologie politique, donc, qui est co-organisatrice de ce colloque, mais c'est au titre de mes fonctions à Alternative économique que je vais le faire. Alternative économique qui a fait paraître un dossier sur les 80 ans de la Sécu dont je vous recommande chaudement la lecture, parce que c'est vraiment un dossier extrêmement bien fait dans le numéro d'octobre qui vient de paraître. Dossier dans lequel d'ailleurs Daniel, qui agite le numéro pour pas que vous le loupiez en kiosque, Daniel donne une interview dans ce dossier. C'est une interview croisée qu'il fait avec Julien Damon, que j'ai trouvé très très bien faite. Bravo Daniel pour cet entretien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent tous les deux, évidemment, du passé, d'où vient la sécurité sociale. Ils parlent du présent, le trou de la sécu, enfin tout ce qui va avec. Et puis la dernière question porte sur l'avenir. Et sur l'avenir, si je me souviens bien, Daniel, dans la réponse que tu fais, c'est que toi, tu souhaites un choc de démocratie participative, comment dire, pour la sécurité sociale. Et tu dis d'ailleurs qu'en termes de proposition, tu dis que ce qui pourrait déboucher là-dessus, ça serait d'organiser une convention citoyenne, un peu à la façon dont la convention citoyenne pour la fin de vie a été organisée. Et en plus de ça, on a Thierry Baudet au premier rang, donc évidemment, c'est un lieu où les conventions citoyennes se tiennent. Mais évidemment, quand on parle convention citoyenne, on pense quand même assez immédiatement à la Convention citoyenne pour le climat, qui a été organisée. Et donc, je trouve que ça fait, parler de cette convention-là, ça fait une très bonne transition, sans jeu de mots, pour la table ronde qui est la nôtre, qui va parler de la sécurité sociale et écologique. Alors, pour parler de tout ça, donc, je vais vous présenter les 4 personnes qui ont bien voulu accepter de participer à cette table ronde. Donc, je prends mon petit papier pour ne pas me tromper. Évidemment, la façon dont les 8 organisations font les choses, c'est qu'on convoque les meilleurs pour faire ça. Et donc, les meilleurs sont, par ordre d'entrée en scène, si je puis dire, Mathilde Viennot, donc, qui est économiste au Haut Commissariat à la stratégie et au plan, qui s'appelait France Stratégie il n'y a pas si longtemps, et qui est par ailleurs autrice d'un très bon petit livre dans la collection Repères de la découverte qui s'appelle « La planification écologique ». Tout de suite à ma gauche, et on doit la remercier plus particulièrement chaleureusement parce qu'au pied levé, elle a accepté de venir participer à cette table ronde. Il s'agit de Pascal Viel, qui est professeur de droit social à l'Université catholique de Louvain. Et donc, elle a accepté de remplacer au pied levé, je le dis comme ça, parce que comme c'est marqué dans le programme, je préfère que ce soit clair pour tout le monde, Éloi Laurent, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, on est sauvé par la Belgique et c'était une très, très bonne chose. Tout de suite à ma droite, Igor Zamikei. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est comme ça que tu m'as dit de le dire, Igor. C'est d'origine italienne, m'a-t-il dit de préciser comme ça.
Voilà, puisque son prénom c'est Igor, c'est pas évident voilà, à ce moment-là, donc je préfère le dire. Qui est coordinateur du comité exécutif national du PCF, c'est comme ça qu'on dit, très bien. Et puis enfin, Mélanie Vogel, qui est sénatrice, les écologistes, et qui est autrice en 2022 d'un rapport d'information au Sénat, Construire la sécurité sociale et écologique du XXIe siècle. Et ça tombe bien, puisque c'est le sujet de notre table ronde. Donc tout ça est très, très bien organisé. Voilà. Alors, je leur ai donné un petit canevas qu'ils ont accepté, et donc ils vont le respecter. Et en tout cas, je vais faire en sorte qu'il soit respecté. J'avais prévu consciencieusement une longue introduction, mais que je ne vais pas vous lire, parce que, comment dire, je crois qu'il vaut plus laisser la parole aux intervenants et puis surtout au débat. Enfin, je le dis pour les organisateurs, comme ça, s'ils réclament, comment dire, un petit texte pour les actes de ces 2 jours, ils savent qu'ils auront un petit texte. Alors, je vais leur donner la parole successivement pour une dizaine de minutes. Et puis, donc, on vient de se mettre d'accord. Alors, Mélanie n'était peut-être pas arrivée. Donc, j'utiliserai un petit nudge, c'est-à-dire une incitation douce pour les prévenir que, comment dire, leur temps est bientôt écoulé, et puisque je vais lancer le chronomètre. Et donc, à 1 minute de la fin de votre intervention, je lèverai significativement mon verre, qui sera le signal, à votre santé, le signal qu'il vous restera 1, peut-être 2 minutes, si je suis de bonne humeur, pour terminer votre intervention. Alors, je ne mettrai pas d'eau, parce que je ne voudrais pas éclabousser tout le monde en levant le verre trop haut. Alors, consciencieusement, j'avais préparé quelques petites questions pour lancer la discussion. Donc, je me tourne vers toi, Mathilde. Et donc, les travaux que tu as conduits à France Stratégie portent spécifiquement sur la soutenabilité de notre système de protection sociale et sur la mutualisation des risques climatiques. Dans les rapports auxquels tu as collaboré, enfin, en tout cas les rapports récent propose une approche assez systémique, conciliant enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques. Et donc les questions, c'est concrètement comment cette stratégie nationale de soutenabilité pourrait-elle se traduire dans l'architecture de notre sécurité sociale aujourd'hui. Et puis ensuite, comment envisages-tu la mise en place d'une véritable sécurité sociale climatique, puisque c'est sur ce thème que tu as réfléchi dans ton dernier rapport, qui permettrait de mutualiser les coûts des transitions écologiques et d'assurer une protection universelle face aux risques environnementaux, dans une dizaine de minutes. Alors, il faut que je passe mon micro, il faut parler très près. Ok. Merci beaucoup, merci à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc en effet, dans mes travaux, donc qui remontent au rapport soutenabilité, donc qu'on a sorti en 2022, on s'est demandé est-ce que notre système de protection sociale était soutenable et du coup comment l'adapter. Donc avant peut-être de revenir sur comment est-ce qu'on l'adapte, je vais rapidement souligner pourquoi est-ce que la dégradation climatique et puis environnementale est un nouveau facteur d'insécurité sociale. C'est le cas en fait pour deux grands champs en fait de la dégradation. Le premier, c'est que il y a des inégalités nouvelles qui heurtent des inégalités sociales marquées. C'est le cas par exemple de l'exposition à diverses pollutions. On sait typiquement que les expositions au plomb sont plus marquées avec le mal logement, que les expositions aux particules fines de l'air sont plus marquées dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc tout cela va créer des inégalités de santé qui seront plus marquées envers des ménages déjà modestes. C'est le cas aussi sur donc ce qu'on
qu'on appelle les risques climatiques, mais les dommages climatiques, donc les tempêtes, les inondations, les sécheresses, qui vont toucher plus fortement soit les locataires précaires, qui donc seront mis face à un risque de mal logement ou de non-logement, soit les petits propriétaires de la classe moyenne. Donc ça, c'est le premier champ d'inégalité. Le deuxième champ, c'est les inégalités qui vont être creusées ou renforcées par les politiques de transition. Donc c'est ce qu'on met dans le champ de la transition juste. Comment faire en sorte que nos politiques d'adaptation, d'atténuation ne vont pas aggraver des inégalités sociales déjà présentes. Et donc là, ce qu'on sait, c'est que typiquement une taxe carbone, ça va toucher plus durement les ménages qui ont un taux d'effort énergétique. Donc, quelle est la part de leurs dépenses chaque mois qu'ils mettent dans l'énergie, de chauffage, de transport. Et donc, plus ce taux d'effort sera grand, ce qui est le cas pour les ménages modestes, pour les ménages ruraux, plus ils seront affectés par une taxe carbone. C'est pareil, on a d'autres exemples, notamment sur la mutation des emplois, qui vont toucher des zones d'emploi, notamment dans le Nord, déjà durement affectées. Donc voilà, on sait que la dégradation de l'environnement et puis la transition seront des nouveaux facteurs d'insécurité sociale. Donc comment est-ce qu'on peut adapter notre système de protection sociale face à cela? En fait, il y a pour moi trois grandes façons. La première, qui est peut-être la plus facile ou la plus immédiate, c'est de garder le champ qu'on a, donc les branches et puis les secteurs de la protection sociale, pour qu'ils puissent prendre un peu plus dans leur champ d'action. Typiquement, c'est le cas pour l'assurance chômage qui pourrait prendre en charge justement les mutations d'emploi des emplois bruns. C'est le cas de la santé qui en fait va devoir prendre en charge l'explosion des maladies chroniques liées soit aux expositions à l'air pollué, au sol pollué, etc. Ou encore la branche famille qui peut-être pourrait prendre en charge ce surcoût de la taxe carbone pour les ménages modestes. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de passer plutôt à une logique de service. On sait que la prévention, c'est un peu le parent pauvre de la sécurité sociale. Pourtant, dans le nouveau régime environnemental, l'adaptation va être clé. Et donc, comment est-ce qu'on trouve des services sociaux qui ont aussi la valeur écologique? C'est le deuxième grand chantier de la protection sociale. Et puis le troisième, donc c'est là que je vais parler du rapport qu'on a sorti en juin. C'est on peut réfléchir sur le modèle de la sécurité sociale à prendre en charge d'autres risques. Ce qu'on a fait en juin, c'est qu'on s'est demandé est-ce que demain on pourra protéger l'ensemble des logements des ménages face aux risques climatiques, avec bien sûr une dimension sociale, c'est-à-dire est-ce que demain tous les ménages pourront payer pour une protection de leurs biens. Et donc pour ça, on s'est inspiré du modèle de la sécurité sociale, qui est pourtant une protection des personnes, mais parce que les questions qu'on s'est posées sur le risque, donc qui
quels sont les risques climatiques qu'on couvre? Doit-on couvrir tout le monde de la même manière, pardon. Qui paye pour qui, etc. Ce sont exactement le même type de questions qu'on s'est posées quand on a créé les assurances sociales. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit 3 scénarios de réforme de la protection des logements, de l'assurance contre les risques climatiques, qui vont jusqu'à un scénario de sécurité sociale climatique, donc qui est une prise en charge universelle, unifiée, de l'ensemble des logements français face aux tempêtes, aux sécheresses, etc. Et donc, voilà, rapidement, j'espère que je suis dans mon temps parfaitement, très bien. L'ensemble, pour moi, des solutions qu'on a pour prendre en charge, soit au sein de la protection sociale telle qu'on la connaît, soit en créant d'autres sur les biens, la façon dont on pourrait prendre en charge les nouveaux risques sociaux demain. Merci Mathilde pour cet éclairage. Effectivement, très, très concis, puisque je n'ai pas eu à lever mon verre. Donc voilà. Donc on va peut-être tout de suite enchaîner, parce qu'ensuite on reviendra et vous aurez l'occasion de pouvoir intervenir les uns sur les interventions des autres. Et puis ensuite on passera dans un temps avec la salle, avec des questions-réponses avec la salle. Alors, la question, donc on voit bien que dans l'intervention de Mathilde, bon, l'apparition du fait des crises climatiques et environnementales qui génère déjà des risques, des nouveaux risques qui peuvent difficilement être pris par le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, pose évidemment fondamentalement des questions sur peut-être le cadre juridique existant. Et au regard de ton expérience et de ton expertise en droit social européen, Pascal, quels seraient, de ton point de vue, les obstacles et les leviers juridiques pour intégrer ces nouveaux risques dont a parlé Mathilde, nouveaux risques environnementaux, dans notre système de protection sociale? Peut-être plus spécifiquement, comment le droit européen pourrait-il évoluer pour reconnaître un droit à la sécurité écologique? Merci. Merci d'ailleurs beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour fêter cet anniversaire sur un sujet qui me tient énormément à cœur. Ce dont je vais parler, en fait, est issu d'une étude qu'on a faite en Belgique, avec Éloi Laurent aussi, mais avec des chercheurs belges, à la demande du ministère de la Sécurité sociale, sur une protection sociale écologique pour la Belgique. Donc, c'est à partir de là que je vais vous proposer quelques réflexions. Vous dire quand même, pour compléter encore ce qu'a dit Mathilde, j'ai pas de point de désaccord du tout, bien au contraire, mais qu'on est parti de l'idée que, en fait, la sécurité sociale, c'est une des institutions qui est un pilier du modèle économique et de production qui est né après la guerre, hein, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en Belgique, c'est pas très différent de ce qui existe en France. Et qu'évidemment, quand on pense à transition écologique, on pense transformation du modèle. Cette sécurité sociale était alimentée par le modèle de production, et elle l'alimentait, elle le soutenait en retour. Et il faut donc forcément, si on entre dans un nouveau modèle de production, repenser un petit peu ce qu'elle peut faire pour lui et pour les personnes qui vivent et qui travaillent dans ce nouveau contexte. Alors, dans le rapport, on a proposé, et ça va être important pour ce que je vais dire pour l'Union européenne, une matrice du risque social écologique. Qu'est-ce que c'est ? On part des risques écologiques qui sont le plus susceptibles de nous frapper. Et pour chacun de ces risques, on les a d'abord divisés en 2 catégories de risques que Mathilde a très bien exposées, sur lesquelles je ne vais pas revenir.
Et on montre qu'en fait, chacun de ces risques met en évidence des vulnérabilités qui ne sont pas celles, comme tu l'as dit, qui étaient celles dans le cadre de que voulait couvrir la sécurité sociale traditionnelle, et que ces vulnérabilités, on ne peut les repérer qu'à partir d'approches intersectionnelles qui mettent en évidence des lignes de fracture nouvelles. Par exemple, il y a les lignes de fracture classiques, hein, le revenu, la qualification, tout ce que vous voulez, mais aussi l'âge, le territoire, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on vit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces risques écologiques sont susceptibles de frapper n'importe qui. Très gravement, on peut perdre son logement et pour toute la classe moyenne, c'est assez grave, mais qu'il y a néanmoins des catégories lorsqu'on croise ces différents aspects qui sont plus vulnérables que d'autres. Et ça va les toucher dans des besoins tout à fait fondamentaux. Et ces besoins fondamentaux, peut-être plus qu'avant, il va falloir penser à les protéger et à les sécuriser. Par exemple, l'énergie, le logement, la mobilité, l'alimentation, l'eau, etc. Ce pas vraiment des choses auxquelles on pensait directement par le passé. Et c'est de là que vient cette idée de mettre en place une protection sociale écologique dont les fonctions ne vont pas être très différentes. Alors on parle de protection sociale, nous, plutôt que de sécurité sociale, parce qu'à la fois dans les fonctions, maintenir le revenu, couvrir les besoins essentiels, inclure socialement, eh bien, on considère qu'il y a des choses nouvelles à faire, mais qu'il y a aussi des dimensions supplémentaires à intégrer complètement, qui sont la préparation et la prévention des risques, ce qui était moins un accent, sauf peut-être dans une approche très beveridgienne, mais qu'on avait chez nous. Ça oblige à changer un peu les paramètres, le financement, bien sûr, le périmètre des bénéficiaires, les modalités de prestation, tu en as parlé, des services publics plutôt que des remboursements, par exemple, dans une série de cas. Et alors, on arrive sur besoin par besoin à repenser à des formes de stratégies intégrées. Ça peut être une stratégie pour le droit à l'alimentation, à la sécurité sociale de l'alimentation, mais pour d'autres aussi, qui sont une manière un peu différente de penser que celle de la sécurité sociale classique. L'Union européenne, vous le savez, le contexte n'est pas vraiment génial. On parle beaucoup de sécurité, mais pas de celle dont on parle aujourd'hui. On parle de sécurité, de défense, et évidemment aujourd'hui les priorités sont là. Et là où on avait vu des avancées ou écologiques ou un peu sociales au cours des 10 dernières années après Barroso, je pense au droit au Green Deal, par exemple, je pense à Farm to Fork, la stratégie de l'assiette à la fourchette, de la ferme à la fourchette, c'est ça. Sont elles-mêmes en recul, en fait, très fortement. Donc le contexte n'est pas du tout favorable à la mise en place d'une protection sociale écologique. Qu'est-ce qu'il est important de faire? Quels sont les leviers et quels sont les chantiers? Il y a des chantiers, mais il y a aussi des opportunités. Très vite, les chantiers, c'est d'abord le cadre des droits fondamentaux. Un cadre de droits fondamentaux, c'est un cadre de référence, c'est une convention. C'est un cadre de référence dont on convient démocratiquement, socialement, et qui pose des balises dans un contexte donné, politique, et qui dit, des principes minimaux, des lignes rouges, et c'est très important, évidemment, que ce cadre soit adéquat par rapport aux lignes politiques qu'on veut définir. Et on peut dire que là, pour le moment, et le cadre des droits environnementaux est encore insuffisant, et le cadre des droits sociaux est insuffisant, mais surtout, il y a une grande difficulté aujourd'hui de penser que la plupart de ces droits sociaux ou de ces droits environnementaux ont une facette environnementale et sociale chaque fois. Droit au logement, mais évidemment, aujourd'hui, quand on y pense, on pense à un logement qui est aussi un logement qui vous met à l'abri des phénomènes extrêmes de chaleur ou de froid. Droit à l'alimentation, il faut mieux qu'elle soit durable, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est repenser ce cadre des droits fondamentaux. Ça, c'est un vrai chantier, on va dire. C'est vraiment un chantier d'ordre constitutionnel au niveau européen.
Puis, il y a une redéfinition des échelles, sans doute, parce que l'Europe ne s'est pas faite en pensant à la protection sociale et écologique. Elle s'est construite dans l'après-guerre, et il y a aujourd'hui des compétences partagées, exclusives, à différents niveaux, qui ne sont pas adéquates par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une protection sociale où certaines choses pourraient être solidarisées au niveau européen, alors qu'elles ne le sont pas aujourd'hui, et où d'autres devraient, au contraire, pouvoir être beaucoup plus librement effectuées au niveau le plus local, sans entrave du droit européen. Je vais donner un exemple, mais il y en a 1000. Hein. Mais un exemple, c'est par exemple les exemples de restructuration pour des causes écologiques. On pourrait parfaitement, et d'ailleurs on commence à y réfléchir même au niveau européen, penser à des formes de solidarisation, où il y a des ébauches d'ailleurs déjà, de solidarisation de risques de transfert, de restructuration d'entreprises, au niveau européen pour des secteurs entiers, mais des actions locales pour réinsérer les personnes dans des métiers qui sont compatibles avec la transition écologique, pour revaloriser les territoires, etc., etc. Donc il y a d'abord un enjeu d'échelle à repenser. Il y a ensuite... Ça va ? Ça va ? À la bonne heure. Voilà. D'autre part, il y a beaucoup de leviers qui sont présents aujourd'hui et auxquels on ne pense pas suffisamment, mais qui pourraient, c'est autant de briques qui pourraient faire une protection sociale, un début de protection sociale écologique au niveau européen. Et là, je pense à une réorganisation horizontale et pas verticale. Il existe aujourd'hui au niveau européen des programmes de protection civile, un fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles. Il existe la PAC qu'on peut réorienter, le Green Deal, le Social Climate Fund. Il existe des fonds de cohésion, de transition juste, et des stratégies intégrées déjà pour répondre à des besoins premiers, comme je viens de le citer, Farm to Fork, mais on peut aussi penser à la stratégie, à la CARE stratégie, la stratégie du CARE. Voilà deux stratégies qui pourraient être renforcées et étendues à des aspects écologiques. Et alors, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, la matrice dont je viens de vous parler pourrait servir quelque part d'un outil assez puissant qui pourrait être au cœur d'une institution qu'on vient de créer, qui est l'Observatoire des transitions justes, au niveau européen, et qui pourrait fournir des données quanti, hein, enfin des données utiles, et puis qui pourrait être aussi réinjecté dans ce qu'on appelle le semestre européen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est la procédure européenne par laquelle on valide les budgets des États membres au regard de leurs orientations politiques, tout en vérifiant que ces budgets restent dans les contraintes du pacte de stabilité, les contraintes budgétaires et économiques du pacte de stabilité. Et précisément, alors cette matrice permettrait d'orienter en fait les politiques dans le cadre de ce semestre, et ça suppose aussi, à mon avis, qu'on repense précisément ce pacte de stabilité pour autoriser des investissements dans les politiques de transition juste et de protection sociale écologique, puisqu'on est en train de penser à le faire pour des politiques de défense, hein, par exemple, qui vise à faire face à un risque incertain. Nous sommes ici face à des risques certains. On ne sait juste pas exactement quand ils arrivent. J'arrive à la conclusion. Nous avons mis beaucoup l'accent, mais je ne vais pas le développer maintenant, sur la gouvernance, sur le fait que l'État doit être partenaire et qu'il faut une participation forte. Je voudrais dire qu'il y a un pays qui est un peu un pays phare aujourd'hui en Europe, qui est l'Espagne, qui a mis en place, qui est en train de mettre en place une protection sociale écologique avec vraiment une vision intégrée, fondamentale de comment est-ce que ça peut accompagner nos transitions et les événements extrêmes. Évidemment, ils ont été particulièrement frappés. Vous dire aussi, et je vais en terminer avec cela, qu'il y a une étude récente qui est sortie en Belgique, qui est une étude conjointe du Bureau du Plan et du CERAC. Le CERAC, c'est l'organisme de prévention du risque écologique.
qui vient de sortir et qui dit qu'en Belgique, la dette publique pourrait grimper de 15 points de PIB si on ne prévient et prépare pas les risques socio-écologiques. Donc, vous rendez compte que ça veut dire évidemment que la prévention coûtera toujours beaucoup moins cher, évidemment, que l'inaction. Et que donc ça répond à un argument qu'on va certainement opposer à l'idée de protection sociale écologique, mais où allez-vous trouver l'argent ? Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention et pour le délai accordé. Merci beaucoup Pascal. Effectivement, la question d'où allez-vous trouver l'argent, ça va forcément venir sur la table à un petit moment. Mais enfin, pour l'instant, cette question n'est pas encore posée. Alors, je me tourne vers Igor, désormais, donc coordinateur du comité exécutif national du Parti communiste. Et donc, vous, votre vision, traditionnellement, articule les questions de rapport de classe et de justice sociale. Hein. Et donc, j'espère que le logiciel que je perçois de votre côté n'est pas trop daté, mais je pense jusque-là, ça va. Et donc, face à tous ces enjeux-là qu'on commence à dessiner dans cette table ronde, comment vous conciliez ces revendications historiques d'amélioration des conditions de vie et de travail avec les impératifs qui s'imposent de plus en plus de la transition écologique? Et puis, est-ce que vous pensez que cette articulation, elle ne risque pas de créer des tensions au sein du monde du travail, peut-être notamment dans le secteur industriel traditionnel? Alors, pareil, même punition, 10 minutes. Très bien. Pour venir sur l'articulation, d'abord, je veux redire un mot court sur la sécurité sociale, mais réaffirmer, parce que je pense qu'au moment où on s'interroge sur la question écologique à étendre sa logique de protection, il faut déjà réaffirmer fondamentalement ce qu'elle est et s'assurer que son socle initial ne soit pas fragilisé. Y compris dans sa gestion, parce qu'elle a constitué, non seulement c'est un pilier fondamental de notre modèle social, mais elle a constitué une expérience inédite de gestion démocratique, ouvrière, avant que ce soit un peu remis en cause par le pilotage budgétaire de l'État. Et elle demeure, malgré toutes les attaques qu'elle a subies, un bien commun essentiel qui représente, on l'a redit dans les débats, 25, un peu plus même, % du PIB. Je veux donc insister sur le fait qu'en tant qu'héritier de ce modèle, on a une double responsabilité. La première, c'est de défendre son principe, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Je pense que dans la manière dont on va traiter la question écologique, on doit aussi intégrer ce principe-là. Or, ce principe, il est l'objet d'attaques. On pourrait les lister pour la sécurité sociale très rapidement, les franchises médicales, les complémentaires privés. On est passé au début à des mutuelles à but non lucratif, aujourd'hui à des complémentaires à but très lucratif et avec une logique de concurrence très dangereuse, puis toutes les incitations à la capitalisation qu'on connaît. Donc d'abord défendre ce principe parce qu'il va nous être utile pour étendre sa logique. Et puis, deuxièmement, transformer effectivement la sécurité sociale pour qu'elle relève les défis du siècle. Et la transition écologique est un des principaux défis du siècle. C'est l'objet de notre échange. D'ailleurs, Ambroise Croizat avait une belle formule. Il disait que le progrès social est une création continue. Je crois qu'on a un peu cette mission aujourd'hui, face aux nouveaux défis, de continuer à créer, à inventer des solutions de protection à la hauteur de ces enjeux. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'enjeu écologique, le Parti communiste a fait un travail important ces dernières années. On a publié il y a 2 ans un plan climat qui s'appelle Empreinte 2050, qui vise à tracer un chemin sur la façon d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Par rapport à la question posée, je pense qu'il faut dépasser la prétendue contradiction entre exigence de justice sociale et écologie, ou encore entre développement de l'emploi et lutte contre le réchauffement climatique.
D'abord, ça a été un peu dit dans les premières interventions, il est établi que ce sont les plus modestes qui souffrent le plus des effets du changement climatique, tant en termes d'exposition environnementale que de poids des politiques de transition dans leur budget. Il suffit de penser effectivement au logement mal isolé, de quartiers populaires urbains qui renforcent les effets des extrêmes de température, qui par ailleurs conduisent à une explosion des coûts de l'énergie dans un marché européen spéculatif de l'énergie qui pose un certain nombre de problèmes. Les politiques de lutte contre le réchauffement climatique doivent donc forcément comporter une très forte dimension sociale. Or, les aides sont dramatiquement insuffisantes en termes de rénovation thermique. Et je le disais par ailleurs, c'est vrai du marché européen de l'énergie, on est sur des mécanismes spéculatifs qui aggravent les choses. Ensuite, en matière d'emploi, les délocalisations et les licenciements ne sont pas dus à la transition écologique en elle-même, mais à l'obsession de la rentabilité par des grands groupes qui refusent de faire les investissements qui viendraient limiter les profits. On a une course aux aides publiques au nom de la décarbonation et parfois ça ne permet en rien d'éviter les licenciements. Vous prenez ArcelorMittal qui a obtenu des aides publiques, 800 millions, même si elles n'ont pas été consommées, elles n'ont même pas pu être consommées puisqu'ils ont décidé de faire des licenciements et de délocaliser en partie la production. Or, tout ce qu'on ne produit pas ici aggrave le problème climatique, car c'est produit ailleurs, dans des conditions environnementales pires, et souvent avec des énergies fossiles, puis importées au prix d'émissions de gaz à effet de serre très importantes. On voit donc dans ces exemples que la vraie contradiction n'est pas entre social et écologie, elle est entre la logique capitaliste du profit d'un côté et la réponse aux besoins sociaux et écologiques de l'autre. Protéger la vie, les conditions de travail, la santé humaine, développer la production et l'emploi sont en fait une seule et même bataille, avec la bataille écologique, indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Et je crois, je fais une petite parenthèse, parce que le débat est venu dans une table ronde précédente, il faut cesser d'opposer croissance et décroissance. On a besoin de la décroissance d'un certain nombre d'activités anti-écologiques, antisociales, et de la croissance d'activités sociales, écologiques utiles. Et il faut donc une croissance et une décroissance sélective, je pense, et sortir de ce débat binaire. Pour y parvenir, pour nous, il faut deux enjeux majeurs. D'abord, davantage de démocratie sociale, avec des nouveaux pouvoirs d'intervention des salariés, qui sont finalement, en matière écologique aussi, les meilleurs experts capables de penser et de conduire cette transition écologique. Ça signifie pour nous, du point de vue de la sécurité sociale, à revenir à une gestion par les assurés sociaux eux-mêmes, par les travailleurs. Et d'autre part, il faut une réorientation de l'argent, de l'État, des banques, des entreprises vers la réponse aux besoins sociaux et à la transition écologique. C'est le cœur de la logique qui sous-tend les trois propositions que je veux maintenant vous présenter. D'abord, il faut renforcer la sécurité sociale, si on veut une sécurité sociale et écologique, parce qu'elle est fortement impactée par la crise écologique. Je pense à la branche, il suffit de prendre la branche maladie, qui est impactée par les pathologies liées aux canicules, à la pollution de l'air ou encore aux maladies vectorielles. On pourrait parler de la branche accident du travail, avec des cas de plus en plus nombreux de stress thermique dans différents métiers très exposés. On pense évidemment aux ouvriers sur les chantiers, mais il y en a plein d'autres. Et ces quelques exemples montrent, je crois, la nécessité de politiques publiques plus offensives pour l'atténuation du réchauffement climatique, pour la prévention et pour l'adaptation. Le renforcement de la sécurité sociale, de son financement par la cotisation, est donc essentiel si on veut une sécurité sociale écologique à la hauteur des besoins. Ça veut dire arrêter les exonérations de cotisations patronales, on en a parlé, 80 milliards d'euros par an, et on pourrait proposer une cotisation additionnelle sur les revenus financiers des entreprises. Ça permettrait là aussi de faire venir des dizaines de milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Donc, premier point, renforcer la sécurité sociale parce qu'elle est fortement impactée par la crise écologique. Deuxièmement, on a une question d'emploi très importante.
Et donc, il faut mettre en place un service public de l'emploi et de la formation pour former au métier de la transition. Mesurons que les emplois à transformer ou à créer pour la transition écologique se comptent en centaines de milliers, voire en millions d'emplois, et que cette réallocation, notamment entre secteurs où ça va baisser et secteurs où ça va augmenter, ne va pas du tout se faire naturellement. En tout cas, on n'a pas intérêt à le laisser faire le marché parce que ça ne fonctionnera pas. Elle pose cette situation des problèmes redoutables de financement, de métier, donc de formation initiale, de qualification, donc de formation continue, d'attractivité et de mobilité géographique. Et il y a d'ailleurs des travaux de France Stratégie qui l'ont très bien montré. C'est pourquoi nous proposons de créer un véritable service public de l'emploi et de la formation auquel sera affilié chaque salarié, auquel il pourrait faire appel en cas de changement d'emploi pour obtenir une formation qualifiante avec son salaire maintenu, comme chacun le fait actuellement auprès des organismes de la sécurité sociale en cas de maladie. On pourrait transférer cette logique-là à l'emploi. Et ce service public de l'emploi et de la formation, il serait financé par des cotisations des employeurs et prendrait en charge donc la formation, la mobilité, ces transitions. Je pense que la transition écologique est l'exemple même, je vais terminer en 1 minute, de l'enjeu, du défi à relever qui devrait nous amener à un changement de système en termes d'emploi et de formation. Sinon, nous n'arriverons pas à avoir les emplois et les formations nécessaires pour relever le défi écologique. Troisièmement, si on veut une sécurité sociale et écologique, il faut développer une réelle couverture publique des risques liés à la crise climatique. Et là, je viens directement au rapport qu'a produit France Stratégie et dont parlait Mathilde Viennot, qui a mis des propositions sur ce point. J'insiste sur l'importance d'une couverture publique non seulement pour les ménages, mais aussi pour les entreprises et les collectivités territoriales. Quant au financement, je crois que ça ne peut pas reposer seulement sur les ménages par les bases foncières. Les entreprises doivent être mises à contribution, notamment en fonction de leur impact environnemental, de l'impact de leur activité, de leur empreinte carbone, de la pollution qu'elles peuvent générer. Enfin, tout en insistant sur ces 3 propositions, je veux souligner le fait, pour conclure, qu'on est sur un sujet très vaste. Nous, par exemple, on a commencé à travailler sur des questions comme des dispositifs nouveaux sur l'élevage, les productions végétales, par exemple pour limiter l'exposition des cheptels aux épidémies qui sont de plus en plus fréquentes avec le développement de la crise climatique, sur les productions végétales parce qu'on sait qu'on a l'enjeu de l'arrêt des pesticides et que là aussi on est confronté avec la crise climatique avec de plus en plus de difficultés. Donc il y a des propositions, on pourrait penser un service public aussi là en termes pour ce qui est de l'élevage, en termes de vétérinaire, qui ferait de la prévention, qui permettrait de limiter cela, ou les aides suffisantes pour ce qui est des pesticides, avec aussi une protection par rapport aux marchés ouverts tels qu'ils sont aujourd'hui, au libre-échange, qui crée évidemment d'immenses difficultés si on veut pouvoir arrêter d'utiliser ces pesticides. Voilà quelques pistes sur lesquelles je voulais vous donner matière à débattre. Je reprends un tout petit peu la parole. Merci beaucoup pour cette intervention et puis surtout les propositions que vous mettez sur la table. Alors, effectivement, la parole va être donnée à Mélanie, qui, elle, est parlementaire, sénatrice, comme je l'ai dit, et autrice d'un rapport important qui commençait à défricher véritablement le sujet au plan politique. Igor a commencé à mettre des propositions là sur la table. Mathilde et Pascal avaient posé quand même des éléments de diagnostic sur lesquels il ne m'a pas semblé qu'il y avait beaucoup de divergences, en tout cas au sein de la table ronde, mais peut-être on y reviendra après. Donc la question est posée un petit peu aux politiques. Comment prolonger le sujet pour faire avancer les choses, voir au niveau législatif quelles sont les mesures qu'on pourrait d'ores et déjà éventuellement prendre. Et puis, ça a été un tout petit peu abordé par Igor, effectivement, la question du financement de tout ça. Voilà, je te passe la parole pour 10 minutes également. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Ne t'inquiète pas, normalement, je ne dépasserai pas les 10 minutes. Au Sénat, on a 2 minutes, donc 10, c'est énorme.
D'abord, je suis très heureuse que pour un anniversaire aussi important des 80 ans de la Sécu, on ait tout un programme sur l'intégration des questions écologiques et climatiques dans la réflexion de la sécurité sociale, parce que quand le groupe écologiste au Sénat, donc en 2021, a dit vouloir faire une mission d'information sur la sécurité sociale et écologique, dont j'ai été l'autrice, donc c'est ce qu'on appelle un droit de tirage des groupes d'opposition. C'est une capacité qu'ont les groupes d'opposition à demander soit des commissions d'enquête, soit des missions d'information sur le sujet qu'ils choisissent. Et donc nous, on avait choisi ce sujet, et je me souviens très bien à l'époque que les secrétariats des groupes de droite nous avaient appelés en disant « Écoutez, en fait, on ne sait pas qui envoyer dans votre truc, parce qu'en fait, on ne comprend pas le sujet. On ne sait pas de quoi vous voulez parler. » Et 4 ans plus tard, finalement, on a un grand colloque qui a pour vocation d'essayer de réfléchir à la question. Et je pense qu'au moins, on a avancé sur le sujet. Et finalement, ce rapport, quelques mois plus tard, a été adopté à l'unanimité. Alors certes, pas avec toutes les propositions qu'on espérait pouvoir mettre à l'intérieur, mais en tout cas, sur le constat, on a eu un rapport adopté par le Sénat qui n'est pas non plus toujours, disons, à l'avant-garde des combats écologistes, mais qui dresse au moins un constat très clair sur le danger qui consiste à ne pas intégrer la question environnementale et climatique dans notre réflexion sur la protection sociale. Et donc, la logique de la question qu'on s'est posée, au fond, c'est on veut absolument garder l'héritage de la sécurité sociale, on veut garder un système universel où chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Comment on fait quand on sait qu'aujourd'hui, les risques les risques que ce système a vocation à couvrir ne sont pas les mêmes que ceux contre lesquels il a été créé au départ. Au départ, la Sécu, on ne pense pas aux risques environnementaux et climatiques. On pense aux maladies infectieuses, on pense au chômage, etc., qui, par définition, sont différentes des risques environnementaux et climatiques, parce que déjà, ces risques ont plutôt vocation, avec les différents progrès, etc., à diminuer. Les maladies infectieuses, aujourd'hui, nous mettent moins en danger, individuellement et collectivement, qu'il y a un siècle. Or, le risque environnemental et le risque climatique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça pose au système social une question particulière, parce que ces risques sont exponentiels. Donc, il y a de plus en plus de personnes touchées, les personnes les plus vulnérables, ce qui donc accumule les risques que la sécurité sociale est censée couvrir. Et en plus, ils sont intrinsèquement les produits de notre système économique qui, lui, finance notre système de protection sociale. Donc on a là une équation à résoudre. Comment notre système économique peut participer à ce que le système de protection sociale qu'il finance ne soit pas financé par ceux qui pourraient le détruire. Et le constat, en tout cas, parce qu'il y a la partie constat et la partie solution. Bon, ce qui est bien, c'est que sur la partie constat, on est à peu près d'accord, c'est que ça va pas du tout. Voilà. Donc, en gros, dans les différentes auditions qu'on a pu faire, alors on a auditionné Mathilde Viennot, on a auditionné Éloi Laurent aussi, mais on a aussi auditionné différents acteurs, directeurs de la sécurité sociale, etc., qui globalement actaient le fait que on n'est pas du tout, enfin qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout préparé. Le risque climatique et environnemental, il est énorme. Il pose des risques exponentiels. Il n'y a plus de discussion sur l'existence de ce risque. Et pourtant, on n'est pas préparé. Et ça peut, si on ne réagit pas, ça peut mener notre système de protection sociale à sa perte. Donc, je pense que c'est vraiment j'espère que cet anniversaire et les réflexions qui ont lieu en ce moment sur la sécurité sociale peuvent nous permettre de comprendre qu'au fond, la transition écologique, parmi beaucoup de choses, c'est aussi un instrument pour sauver notre système de protection sociale. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça pousse, peut-être si on ne réagit pas, notre système à sa perte. C'est que, déjà, on a un problème, c'est que, en fait, on a une sécurité sociale qui couvre des risques qu'elle ne produit pas, et qui sont produits par les politiques publiques ou par l'absence de politique publique en faveur de la transition écologique.
Donc, et on n'a pas d'instrument politique pour faire un lien entre les deux. C'est-à-dire que tous les ans, quand on vote le budget, on vote d'un côté le budget de l'État, d'un autre côté le budget de la sécurité sociale, et on n'a pas d'instrument réellement pour faire le lien entre les deux. Je vais vous donner un exemple assez simple. Vous savez c'est le cauchemar des parlementaires, l'article 40 de la Constitution. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est l'enfer des parlementaires. C'est l'article qui dit que vous ne pouvez pas voter des amendements qui aggravent la charge du budget. Donc vous ne pouvez pas créer de dette. Il n'y a que le gouvernement qui peut le faire, les parlementaires ne peuvent pas le faire. Bon. Quand on propose je viendrai tout à l'heure à la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, des mesures comme ça, qui, sur le court terme, enfin d'un point de vue comptable d'un budget année 1 à année 2, sont un coût, puisque c'est un investissement, donc c'est un coût sur le moment. Mais à terme, c'est extrêmement rentable. On a beaucoup d'études qui montrent que c'est parmi les dépenses les plus rationnelles économiquement à faire que d'investir dans la santé, parce que ça rapporte en fait à terme. Mais d'une année à l'autre, c'est un coût. Et on est infoutu de pouvoir voter des mesures comme ça parce qu'elles sont jugées irrecevables parce que c'est un coût. Ce qui est complètement stupide. De la même manière, quand on vote, je sais pas, à la réduction de MaPrimeRénov', dans le budget de l'État, c'est une économie. En vrai, dans la société, c'est un coût terrible à terme. Mais de la manière dont on calcule nos budgets, c'est une économie. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes parce qu'on a une vision de la manière dont on construit nos budgets qui fausse totalement les discussions qu'on a. Et on n'a pas de capacité à sortir de la politique de silo. Donc le ministère du Transport fait la politique des transports, la santé fait la santé, l'école fait l'école. Et il n'y a pas d'outil de pilotage au niveau national pour dire, voilà, cette mesure en faveur du train, elle nous fait gagner tant sur le budget de la Sécu. Parce que c'est le cas. Il y a un lien direct, en fait, entre les politiques publiques de transport, de logement et les dépenses sociales. C'est évident. Mais on n'a pas d'outils de pilotage de ça. Bref. Et donc, on a un problème. Et pour le régler, donc, le concept qu'on discute aujourd'hui, c'est celui de rendre la sécurité sociale en capacité à la fois de couvrir ces nouveaux risques auxquels on n'avait pas réfléchi quand on a créé la sécurité sociale, donc les risques qui sont liés à la crise environnementale et climatique, qui sont beaucoup des risques liés à la santé et aussi des risques professionnels liés à la transition économique, mais aussi de participer à les prévenir, puisque globalement, ce que dit ce rapport dans le fond, c'est que on ne peut pas en fait assurer socialement la crise climatique. Elle n'est pas assurable. En fait, c'est trop cher. On est obligé de mener des politiques de transition pour diminuer à la source les risques. Et alors seulement on pourra avoir un système de protection sociale qui peut les couvrir à la fois individuellement et collectivement. Et donc, moi, je me souviens très bien, par exemple, c'est un exemple, mais parce que je pense que l'exemple le plus intéressant, c'est celui qui a été cité juste avant sur la sécurité sociale de l'alimentation, parce que je trouve que ça montre très bien le type de nouveaux droits qu'on pourrait ouvrir si on pensait écologiquement la question de la protection sociale. On avait auditionné, je me souviens plus comment il s'appelait, mais bon, une compagnie d'assurance américaine, parce que donc aux États-Unis, il n'y a pas de système à proprement parler de protection sociale universelle qui ressemble à la sécurité sociale française. Et donc, il nous avait dit, donc c'est une assurance privée, et il nous avait dit que eux, ils avaient calculé qu'en fait, c'était beaucoup plus rentable pour eux de financer ce qu'ils appelaient des bons d'achat dans des fresh food pharmacies, comme ils appelaient ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des magasins bio, quoi. C'était beaucoup plus rentable de donner accès à leurs assurés à de la nourriture de qualité que de soigner en curatif a posteriori les gens qui étaient malades parce qu'ils se nourrissaient mal. C'est une assurance privée, donc je veux dire, ils n'ont aucun intérêt à faire ça si ça leur apporte pas du fric, y compris à moyen terme. Et en fait, l'idée
de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, qui est un des nouveaux droits qu'on a envisagé dans la sécurité sociale écolo, c'est de dire que à travers la sécurité sociale, on pourrait avoir, par exemple, un accès universel à une certaine quantité mensuelle de nourriture saine et locale, etc. Et l'effet que ça fait, c'est que, parce que l'alimentation est un des critères fondamentaux de la santé, mais aussi extrêmement sensible aux inégalités sociales, bien à la fois ça réduit drastiquement les dépenses de santé publique, parce qu'en fait si les gens mangent mieux, ils sont moins malades, donc ça coûte moins cher à la Sécu, donc c'est pas une charge à long terme. À court terme oui, mais à long terme ça ne l'est pas. Ça réduit les inégalités sociales, mais aussi ça participe à accélérer la transition agricole, qui elle-même participe à réduire les risques environnementaux, qui eux-mêmes participent à réduire les risques sanitaires. Et donc c'est une logique vertueuse, et c'est une nouvelle manière de penser ce qu'est la sécurité sociale, qui n'est pas seulement là pour, a posteriori d'un système économique qui la finance, venir colmater les risques, mais qui aussi participe à les réduire. Et bien sûr, une fois qu'on a dit ça, et ça revient à ce que je disais au début, de sortir de la logique de silo, je pense qu'il faut vraiment penser, il y a la sécurité sociale d'un côté, mais il faut vraiment penser la protection sociale de manière transversale et comprendre qu'en fait, quand on fait les transports, quand on fait le logement, quand on fait l'école, tout ça a un impact direct sur nos dépenses sociales et le penser comme tel. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, on voit que le chantier ne fait que commencer et qu'il est quand même assez énorme, parce qu'il nécessitera sans doute comme tu l'as très bien dit, de peut-être changer véritablement notre façon d'envisager les choses, et qu'il faut peut-être penser les choses plus en termes d'investissement social. Alors ça fera plaisir à Bruno Palier, qui ne manquera pas d'intervenir un petit peu sur ce thème. Alors, comme tout à l'heure, je vous l'ai promis, on peut prendre peut-être entre vous éventuellement quelques petites demandes de précision, ou éventuellement si vous avez pointé des désaccords par rapport aux autres interventions. Alors, comme Mathilde et Pascal sont intervenus il y a maintenant très longtemps, il y a déjà 20 minutes, je leur cède plutôt la parole si elles ont envie d'intervenir. Pascal, tu veux intervenir ? J'ai pas beaucoup de désaccords, mais je voulais souligner qu'en fait, au contraire, c'est un point d'accord. Dans notre étude, on a fait des ateliers avec des fonctionnaires de la Sécu, mais aussi de l'environnement et d'autres choses, et que on a pointé à côté des vulnérabilités sociales l'enjeu des vulnérabilités institutionnelles. On n'a pas assez tiré les leçons du Covid, et ça a été un vrai collapse en Belgique. Ils ont été dépassés, et si on est nouveau confronté à ce type de situation, on n'est pas en mesure d'y répondre. Alors, de manière générale, en fait, chez nous, on n'a pas su répondre. On n'a pas su répondre aux inondations, on n'a pas su répondre correctement au Covid. Et c'est là que l'aspect gouvernance et on ne sera pas indemnisé. Et c'est là que l'aspect gouvernance devient essentiel, et la capacité des institutions publiques à se mettre aux côtés des citoyens qui cherchent des solutions et qui sont dans la débrouille, et à ne pas leur mettre d'entrave lorsque ça arrive, et à susciter et encourager et accompagner les innovations plutôt qu'à les entraver. Je crois que c'est tout à fait fondamental dans le changement de paradigme qui est attendu. Dire aussi qu'il y a un enjeu démocratique fondamental qui est lié à l'identification des vulnérabilités. Ce n'est pas vrai, et on ne doit pas rester dans cette idée que c'est c'est toujours les personnes les plus précaires qui morflent. Elles vont subir plus fort, mais il y a d'autres catégories auxquelles on ne pense pas forcément. Je pense aux personnes isolées, aux personnes âgées. Et voilà, l'exemple des gilets jaunes, des manifestations d'agriculteurs montre que pour chaque risque, on doit vraiment, ou chaque politique qu'on met en œuvre, on doit se demander, attention, comment ça va frapper une série de catégories qui ne sont pas forcément les mêmes que dans l'état social classique. On avait la vision des catégories à cibler. Et si on ne fait pas ça correctement, on a un risque démocratique fort. Et ça suppose aussi qu'une fois qu'on a bien compris qui sont ces personnes, il faut
trouver un moyen de les associer. C'est pour ça que moi, là, pour le coup, j'ai un point de désaccord. C'est-à-dire que je crois que les risques, qui étaient les risques de la sécurité sociale classique, auxquels il faut pas renoncer, qu'il faut renforcer, qui doivent, voilà, les pensions, le chômage, tout ça, certainement. Mais si on veut correctement couvrir les risques socio-écologiques, il faut travailler avec les populations concernées qui ne sont pas forcément des travailleurs ouvriers. C'est des tas d'autres catégories de populations qu'il faut trouver des mécanismes de participation pour les associer. Voilà, ça c'était un peu les choses que je voulais préciser. Merci. Merci Pascal. Ça met de l'eau au moulin à la réponse que Daniel Lenoir fait dans l'entretien dans Alter Eco, puisqu'il plaide pour un choc de démocratie participative pour, renouveler et porter vers l'avenir la sécurité sociale. Du coup, je me retourne une dernière fois vers vous pour savoir si vous avez éventuellement des remarques, des questions, des désaccords à pointer avant qu'ensuite on puisse laisser la parole à la salle. Igor. Je voulais réagir à ça parce que je pense que c'est pas vraiment un point de désaccord, mais d'abord dire qu'on est sur un sujet qui mérite vraiment d'être investi. Et moi, j'incite à lire le rapport de Mélanie, le rapport de France Stratégie de Mathilde, parce que ça nous fait réfléchir sur ce qu'on peut penser ou pas. Et après, on a nos débats politiques dessus, mais c'est important qu'il y ait cette production, qu'elle soit connue et qu'on puisse la débattre parce que effectivement, on est très très loin d'une protection écologique suffisante et on n'y arrivera pas si on mène pas les politiques d'atténuation. Là, je te suis à 100%. Je veux dire, il n'y a pas de monde dans lequel on continue avec le modèle productif qu'on a et on arrive à garantir une protection écologique. Ça n'existe pas. Donc, évidemment, il faut mettre l'effort sur la question de l'atténuation et sur le changement du modèle productif. Et par rapport au point que tu soulevais, je dis pas que les travailleurs seuls doivent évidemment conduire cette protection écologique. D'ailleurs, je pense que dans la transformation du système d'emploi et de formation qu'on veut développer, on a besoin d'institutions territoriales qui mêlent travailleurs, élus locaux, associations, qui puissent piloter ensemble ces changements, ces besoins. Donc là-dessus, je te rejoins. Le seul point sur lequel j'insiste, c'est que on avait une gestion de la sécurité sociale par les assurés sociaux eux-mêmes. D'ailleurs, dans leur diversité, on peut ne pas être que sur les travailleurs, on peut être sur les retraités, voilà, toutes les catégories, et que le pilotage tel qu'il est devenu, à mon avis, est un recul, et surtout le pilotage budgétaire est un recul. Faut réintroduire de la démocratie à tous les niveaux, c'est vrai dans la sécurité sociale et c'est vrai dans le pilotage de la transition écologique. Merci Igor. Mathilde ? Oui, bah, tout à fait. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a un gros enjeu quand même de connaissance sur qui sont les ménages, les entreprises et tout ça vulnérables. Parce qu'en fait, on a de travaux très bons de l'OFCE, de l'ADEME, de Paul Malliet, etc., qui en fait commencent à en fait nous montrer que les ménages plus pauvres, que les ménages ruraux, etc. seront en effet les plus touchés. Mais il y a encore tout un tas de données qu'on n'a pas sur le cumul des contraintes, sur qui a vraiment accès à l'assurance, au bio, etc. Et donc, il y a un véritable travail de connaissance et de recherche à faire sur ces questions-là. Merci Mathilde. Mélanie, pas de regret, c'est bon ? On peut passer à la salle. Alors, on va ouvrir les questions. Alors, moi, je suis très sensible à l'alternance femmes-hommes pour ce genre d'exercice. Donc, madame, vous avez été extrêmement rapide. Et donc, je vous fais passer avant Bruno Palier, qui, lui, avait déjà levé le doigt, alors même que le débat à la tribune n'était pas encore terminé. C'est vous dire. On l'appelle c'est le Lucky Luke, en fait, de la sécurité sociale, Bruno. Madame, je suis désolée, je ne vais pas poser de questions, mais je voudrais ouvrir
plutôt à des réflexions. Bon, déjà, je suis pas d'accord pour qu'on mette tout dans la sécurité sociale, parce que je pense que c'est épargner les patrons. Je pense pas aux petits patrons, hein, mais plutôt aux grands qui accaparent énormément de richesses dans ce pays. D'autre part, je trouve ça très très important justement de réfléchir à la prévention, mais dans la prévention, il y a aussi le sport. Enfin, je trouve que ça devrait être considéré comme un médicament parce que ça empêche l'apparition de certaines maladies ou la réapparition d'autres, enfin de certaines maladies aussi. C'est pas pour rien qu'on dit aux personnes qui ont le cancer de faire du sport pour empêcher la récidive. Et puis enfin, je pense que, parce que j'entendais parler de sécurité climatique, etc., bon, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faudrait vraiment se battre pour une sécurité énergétique. Parce que quand vous êtes pauvre et que vous vivez en HLM, par exemple, et que vous devez choisir entre vous nourrir et vous chauffer, et que, comme on peut s'en douter, vous allez... C'est trop dur hein, de passer quand même plus d'un jour sans manger. Déjà 2 repas par jour, c'est pas terrible. Donc, quand vous décidez d'éteindre votre chauffage en plein hiver et que c'est pas un choix mais une contrainte et que du coup vous retrouvez avec l'appartement entre 14 et 16 degrés alors que vous êtes insuffisant cardiaque, par exemple, et ben vous risquez l'infarctus. Donc ça, c'est quand même très grave. Et puis également, même si vous n'êtes pas malade, vous risquez que l'appartement se remplisse très rapidement de moisissures et que vos poumons, au bout d'un moment, deviennent tout bleus et que vous deviez être d'urgence hospitalisé parce que sinon vous allez mourir. Donc, je pense que on devrait faire en sorte de garantir donc une sécurité énergétique à tous et peut-être en commençant en urgence par le faire dans les HLM. Moi, je serais tout à fait d'accord pour que... Enfin, là, je parle en amont de la sécurité sociale, mais il y a quand même un lien, hein, puisque c'est par rapport aux maladies. Moi, je trouve que ça serait bien que dans les HLM, le chauffage soit gratuit, ou au moins pour les personnes les plus pauvres, c'est-à-dire les personnes non imposables et les invalides, parmi lesquels il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes cardiaques. Merci pour votre remarque qui n'était pas une question, comme vous l'avez dit. Alors Bruno, ensuite Madame, puis je crois que c'est Monsieur. Et puis ensuite on donnera la parole pour des réponses et puis on prendra une deuxième salve de questions-réponses. Bruno. Oui, merci. Bruno Palier. Donc d'abord sur l'investissement social et l'investissement écologique, pour avoir tenté de convaincre... un certain nombre d'acteurs politiques que ça rapportait à terme, ça ne marche pas. Et donc moi, ma conclusion aujourd'hui, c'est qu'il faut utiliser l'argent qui est déjà dépensé. Et donc il y a 211 milliards d'aides aux entreprises sans aucune conditionnalité. Donc l'argent, il est déjà là. Oui. Pardon, l'argent, il est déjà là, versé aux entreprises sans conditionnalité. Donc là, il y a des conditionnalités environnementales, en tout cas sans conditionnalité environnementale, donc à mettre là-dessus et aussi sur la qualité des emplois. Même chose, pour reprendre ce que je disais ce matin, c'est-à-dire reprendre une partie des exos pour du financement direct d'emploi, d'investissement social et d'investissement écologique. Là aussi, il y a 83 milliards d'euros, il y a de quoi faire pas mal d'emplois. Ça se chiffre en millions en fait, donc il y a quelque chose. Alors après, sur qui porte les risques, moi je rejoins Mathilde en disant il faut vraiment le calculer. Je vais donner une anecdote, mais on sait absolument où se trouvent les passoires thermiques grâce à l'ADEME, on sait absolument pas qui habite dans les passoires thermiques parce que l'ADEME n'a pas posé la question. Et donc il faut prendre l'habitude quand même de poser la question sociale. Donc moi j'ai commencé à travailler un peu là-dessus de façon plus ou moins directe et détournée, et le truc c'est exactement ce que dit Pascal, c'est que c'est pas toujours les plus pauvres qui sont les premières victimes à la fois des risques directs ou biophysiques et des risques indirects, c'est-à-dire des conséquences sociales de la transition. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, je sais que les HLM ne sont pas parfaits, que tous les pauvres n'habitent pas en HLM, mais il se trouve que, au regard de l'analyse de l'ADEME sur les passoires thermiques, il y a moins de passoires thermiques dans les HLM qu'il n'y en a dans le parc privé. Non, mais ça, c'est des données. C'est des données de l'ADEME, vraiment, c'est des données qu'il y a dans le parc privé. Ça veut donc dire que si les HLM ne sont pas trop biaisés, les plus pauvres vivent dans des HLM, ils bénéficient d'une passoire thermique, et les juste au-dessus habitent dans le parc privé, qui, lui, concentre plus de passoires thermiques. Donc ça, c'est un exemple. Mais je voudrais surtout prendre les exemples d'impact social de la transition.
Donc vous l'avez bien dit, les grands enjeux, c'est mobilité, c'est habitation et c'est emploi. Qui travaille dans des emplois bruns, des emplois émetteurs? C'est des hommes moyennement qualifiés, bien syndiqués et relativement bien rémunérés, et qui sont capables en Allemagne de se mobiliser pour retarder la transition automobile. Ce n'est pas du tout les plus pauvres. Qui est obligé d'utiliser sa voiture pour aller travailler, faire des courses, etc. Ce n'est pas les plus pauvres. Les plus pauvres, moi je les donné, vraiment, ils habitent en ville, autour des villes, par ici par exemple, pas à la campagne. Donc le chiffre qu'on oublie toujours, la moitié des membres du premier décile et du deuxième décile n'ont pas de voiture. Donc quand on fait de la ZFE ou quand on fait de la taxe carbone, ce n'est pas les plus pauvres qui sont les plus nombreux, en tout cas, à être impactés par cela. Et puis, pour le logement, j'ai parlé à propos des passoires thermiques, mais à qui on dit le logement pour lequel tu t'es saigné pour l'acheter, il ne vaut plus rien sur le marché, ce n'est pas les plus pauvres. Donc n'oublions pas, et ça, Trump l'a compris, ça, Le Pen l'a compris, ça, etc., que parmi les personnes où les coûts des transitions se concentrent le plus, c'est les juste au-dessus, ou les lower middle class, ceux qui travaillent dur, comme dirait Le Pen. Et c'est pas par hasard qu'ils ont enfourché la lutte anti-écologie, parce qu'ils parlent là à une clientèle électorale qui est devenue une partie de leur clientèle électorale depuis une quinzaine d'années, les victimes de la globalisation, les victimes de l'automatisation, qui sont maintenant des gens à qui on dit tu pues et tu pollues. Donc n'oublions pas ça. Et donc toujours dire les plus modestes, ça rate complètement la cible. Merci Bruno. Madame, et puis ensuite ça sera monsieur, et je ne vous ai pas oublié, on fera une deuxième série de questions. Dans le droit fil de ce que vient... Alors, Sylvie Durand, secrétaire nationale de l'UGICT-CGT, dans le droit fil de ce que vient de dire Bruno Palier, revenons aux fondamentaux de la sécurité sociale. C'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est pas un système de distribution au sein du monde du travail, entre les plus pauvres et les moins pauvres, parce qu'à ce moment-là, on fabrique des gagnants et des perdants, et les perdants, bien évidemment, se désolidarisent du système. Je voulais revenir, et il y aura une question à la clé, sur la fabuleuse efficacité économique de la sécurité sociale. Et je vais l'illustrer à travers le médicament. Il me semble que l'on voit au travers de cet exemple comment la sécurité sociale peut réguler le marché et même opérer des prescriptions sur le marché. L'exemple, c'est l'autorisation de mise sur le marché sur la base de l'évaluation du service médical rendu. Et là, je crois que les politiques, nos sénateurs, nos députés, ont un levier évalué, pas en l'occurrence le service médical rendu, mais le service rendu sur l'habitat, sur l'alimentation, et faire intervenir réglementairement la sécurité sociale de la sorte. Parce que ça, c'est à coût zéro. Évidemment, il y aura des oppositions, mais ça coûte rien. Ce qui n'empêche pas de prélever sur les 211 milliards. Je voudrais dire qu'il y a aussi un impact du changement climatique indirect au travers des sociétés d'assurance. Aujourd'hui, le modèle économique des sociétés d'assurance ne tient plus, et c'est pour ça qu'elles se repositionnent, en particulier sur les problématiques de retraite au travers de la capitalisation. Alors, vous nous aviez indiqué une question qui allait venir. Absolument. Et le seul problème... Oui, et le seul problème, c'est que je ne la trouve plus, et donc je ne la poserai pas. J'en suis désolée. Voilà. Merci en tout cas pour vos remarques. Et c'était monsieur... voilà. Non, je ne vous ai pas oublié, je vous ai dit. Oui, oui. Monsieur. Alors, vous n'avez pas perdu votre question, vous? J'ai pas précisément une question. En tout cas, elle ne s'adresse pas à mesdames les universitaires, parce qu'il y a un inconvénient. Vous êtes du côté de mon oreille droite. Donc je voudrais parler aux deux politiques, faire une recommandation. Mettez bien le micro, parce que c'est enregistré. Une recommandation sur un sujet qui m'est à cœur, qui n'est pas directement lié à la sécurité sociale, mais quand même à l'écologie et à la santé, et qui peut rentrer dans l'idée qu'est-ce que les activités qui doivent croître ou décroître. Et en particulier, c'est l'activité ferroviaire. Hier, nous étions quelques jeunes, je n'étais pas le plus jeune,
a manifesté contre la suppression du train de nuit Paris-Vienne, Paris-Berlin. Évidemment, la citoyenne sénatrice des étrangers, je suppose, est intéressée par le Paris-Vienne. Donc, je voulais inventer de reprendre en charge les camarades qui veulent renouveler l'expérience. Le Paris-Berlin peut l'intéresser aussi. Alors, Louise, s'il te plaît, on bloque pour l'instant la circulation du micro. En fait, j'allais dire, je vais redistribuer les questions, mais en fait, il n'y avait pas vraiment eu de questions. Donc, est-ce que vous voulez éventuellement réagir, compléter des informations particulières qui ont été données depuis la salle, ou on continue? Alors, Pascal, et puis Igor? Non, sinon on poursuit. Oui, on va poursuivre, mais là, il y a une réaction de Pascal, donc on va lui passer les paroles. Mélanie, non? Pas de... OK. C'est à propos de la non-question de Madame, en fait, à propos... donc, dans le rapport qu'on a proposé, on propose vraiment de bien identifier les besoins fondamentaux qui peuvent être affectés en raison de la crise écologique ou des politiques écologiques. Parmi ces besoins fondamentaux, il y a la mobilité, il y a l'énergie. Vous avez mentionné la question de l'énergie. Et ce qu'on suggère, en fait, c'est de penser la couverture de ces besoins de manière plus collective, plus universelle. Et voilà, donc sous forme de... Alors, c'est surtout les anglo-saxons qui travaillent là-dessus aujourd'hui, de services de base universels. Qui serait non pas une allocation universelle, pas une prestation financière pour payer, pas des subventions individuelles, mais bien de revenir à l'idée de services collectifs, que chacun puisse disposer du minimum nécessaire, quitte à faire progresser les prix de consommation beaucoup plus vite dans le cadre de l'énergie quand on dépasse certains niveaux. Bon, tout ça est discutable, mais voilà, il faut prendre besoin par besoin et essayer de voir chaque fois comment on peut mutualiser ce besoin, sous quelle forme et de la manière la plus universelle possible, parce que le risque climatique, le risque écologique, il frappe de manière un peu aveugle. Donc voilà. Ça permet aussi d'éviter le phénomène des marges, de ces personnes qui ne bénéficient jamais quand c'est sous condition de ressources, qu'elles sont juste à la limite et que ça pose des tas de problèmes. Merci beaucoup. En plus de ça, de systématiquement ouvrir vers d'autres frontières, enfin d'autres de référence à d'autres pays. Alors, il y avait des demandes de prise de parole. Il y a monsieur, et donc je lui ai promis, donc on va la lui donner. Il n'y a pas de femme dans l'assistance. Ah mais vous avez retrouvé votre question. Ok, alors monsieur, ensuite Frédéric Bocara, Daniel Lenoir et Pierre Calfa. Monsieur. Oui, bonjour. Je ne connais pas votre nom et prénom, donc oui, Didier Racinet, donc je dirige une revue qui traite justement de ce type de questions. Qui s'appelle Alters Media, pardon. L'une des problèmes qui se posent au niveau de la sécurité sociale, mais de façon beaucoup plus générale sur tous les services publics, à mon avis, c'est vraiment le problème aussi de la sécurité, enfin de la démocratie, pardon. À l'origine de la sécurité sociale, à la libération, le problème de la démocratie, de la démocratisation de ces services était vraiment central. Il y avait d'ailleurs des caisses locales et la gestion était paritaire, mais quelque part aussi tout à fait démocratique. Petit à petit, l'État s'est inséré là-dedans, les lois Juppé, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire, a fait que maintenant, c'est une gestion d'État, c'est-à-dire une gestion qui est finalement tout à fait du management privé déguisé. La question, par exemple, ce qui est intéressant avec la sécurité sociale de l'alimentation, les différentes expérimentations, c'est qu'elles mettent finalement au cœur cette notion de démocratie alimentaire. Ce sont vraiment des choses que l'on commence à toucher un petit peu du doigt, et ça, il faudrait qu'on le retrouve dans le fonctionnement de la sécurité. Alors la question, elle est la suivante, si vous voulez. Comment peut-on faire pour changer ce mode de gestion, cette pratique, si vous voulez, antidémocratique actuelle, étatique, on va dire? L'idée qui était posée d'une convention citoyenne, comment la mettre en œuvre? C'est une très bonne idée, mais je pense qu'il faut vraiment revoir sur le fond, si vous voulez, ces pratiques, ces principes, notamment juridiques.
Merci. Alors, Frédéric. J'avais dit une femme, c'est-à-dire, elle a retrouvé sa question. Bon, Oui, au passage, elle prend le micro. Voilà, je voulais juste savoir si à la tribune vous avez connaissance de l'expérimentation radar, travail et environnement. Ok, radar. Merci Frédéric. Oui, moi j'apprécie le fait que, d'une certaine façon, le paradigme de la sécurité sociale transpire et s'étend à tous les domaines, et je pense que c'est important, il faut le prendre au sérieux. En même temps, je pense qu'il y a un sujet qui n'a pas été traité dans la table ronde, c'est dans cette question de la protection écologique et sociale et de la transition, qu'est-ce qui relève d'une sécurité sociale et qu'est-ce qui relève du reste? Alors je pense que c'est important, y compris avec une vision assurantielle de la sécurité sociale, parce que il me semble qu'au-delà de la sécurité sociale, il y a au moins 3 autres points. Il y a ce qui relève des services publics autres. Igor a parlé du service public de l'emploi et de la formation, c'est autre chose pour les transitions. Si on pense à la forêt, on voit bien que la grande question, c'est service public de la forêt. On l'a bien vu. On peut en lister tout un ensemble. Premièrement, donc service public. Deuxièmement, les entreprises. Je pense que quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation, comme quand on parle du médicament, comme quand on parle du logement, en fait, on renvoie aussi à une production de biens matériels et donc à la question des entreprises et de ce qu'elles font, et donc plutôt à une question de nationalisation ou de commande, entre guillemets, d'impulsion venant de la sécurité sociale ou d'autres choses vis-à-vis de ces entreprises. Et on ne peut pas passer à côté de ces questions-là que seraient les nationalisations. Je pense que pour l'alimentation, on ne peut pas passer à côté de ces questions-là. Pour le thermique, on ne peut pas passer à la nationalisation des grands trusts de l'agroalimentaire. Pour le thermique et les logements, il y a à la fois la question de l'énergie, du pôle public de l'énergie, il y a la question de tout ce qui pose l'isolation. Donc la question des nationalisations d'entreprises, et on revient d'une certaine façon au-delà, mais en renouant avec 44-46, cette question-là, on ne peut pas la mettre de côté des entreprises, et on ne peut pas la régler uniquement dans la Sécu. Et troisièmement, le financement. Le financement, il y a la question des avances, et moi je suis pour un fonds d'avance pour les services publics dont la protection sociale fait partie, mais pour l'ensemble des services publics, et un fonds d'avance, c'est une façon de répondre et d'aller au-delà des limites que vous ressentez parlementaires à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi une façon de voir qu'on peut l'appeler investissement social, mais derrière, il n'y a pas des choses qu'on va revendre, mais il y a des personnes, donc ce sera des avances sans une garantie, donc ça doit être public, et donc la mobilisation des banques derrière, du pôle public bancaire, pour sortir ces avances des marchés financiers. Et je finis sur le dernier point, c'est venu aussi, il y a la question, est-ce que ça revient dans la Sécu ou pas, de pénalisation et incitation. Alors on peut penser à une branche comme la branche accident du travail, merci, qui serait sur l'écologie pour les entreprises, avec quelque chose comme ça, ou à autre chose, mais voilà, je pense qu'il faut un peu serrer les choses pour bien comprendre et pour arriver à engager quelque chose parce qu'il y a une urgence. Je voudrais vous entendre là-dessus. Merci Frédéric. Daniel, puis Pierre, pour terminer. Ça sera la dernière question. Après, on arrêtera puisqu'il faut rendre l'antenne. Je vais commencer par la question que je ne poserai pas, mais c'est un clin d'œil à Pascal. C'est que la sécurité sociale est gérée par des mutuelles en Belgique, donc savoir un peu comment ils ont reçu ça. Mais j'avais deux réflexions, questions. Le premier, et ça prolonge la question de Sylvie Durand, c'est peut-être... c'est la question de l'assurabilité. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, Thierry, je ne sais pas si tu t'en souviens, une société de réassurance suisse avait démontré, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que le risque dépendance n'était pas assurable. Et donc, effectivement, l'assurance ne s'est pas développée sur le risque dépendance. Résultat, comme il n'y a pas de risque social, c'est peu développé. Et j'observe, Mathilde en a parlé plusieurs reprises, que les compagnies d'assurance aujourd'hui sont en train de dire le risque climatique, il n'est pas assurable. D'ailleurs, on est en train de le voir, et elles se plaignent, elles pleurent, etc. Donc il y a un peu une réflexion autour de assurance, solidarité. Enfin, bon, je ne veux pas la proposer. Et puis une deuxième réflexion, ça m'a fait plaisir, c'est la seule table ronde où on parle un peu d'Europe. Moi qui ai beaucoup travaillé sur l'Europe sociale autrefois, il me venait un excellent repère la découverte. Il y a 30 ans, hein, donc il est un peu dépassé. Oui, justement, l'Europe sociale, à l'époque, moi j'avais écrit que c'était un minimum et que ça n'avait pas d'impact en France parce que la France était au-dessus du minimum européen. Bon.
En fait, on voit d'ailleurs au passage que c'est en train de changer, puisque une récente jurisprudence sur les maladies a montré que la réglementation européenne était plus avantageuse que la réglementation française. Et qu'on a eu le même exemple hier à propos de la politique familiale sur le congé parental, puisqu'effectivement, la France, c'est pas ajusté sur l'Europe. Enfin, mais ça, c'est pour dire qu'il y a peut-être des combats européens à mener, et justement, peut-être aussi, ça c'est par rapport à ce que disait Pascal, sur une Europe écologique. Alors, je sais pas si on peut définir un minimum sécurité sociale, mais je rêvais en écoutant les sujets sur la sécurité sociale alimentaire, qui sont d'ailleurs, les expérimentations relèvent plus de mutuelles alimentaires que de sécurité sociale alimentaire. Donc, d'ailleurs, je le disais à Thierry, puisqu'on a un petit passé en mutualité, la mutualité, c'est peut-être bien de s'en occuper et de s'y intéresser. Mais je rêvais de comment on pourrait articuler la sécurité sociale alimentaire avec la réforme de la PAC, qui a quand même pas été une grande réussite, parce que normalement, les aides sont conditionnées par le respect d'un certain nombre de choses. Personne vérifie si c'est respecté ou pas respecté. Merci Daniel. Pierre, pour terminer. Oui, moi c'était évident pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, parce qu'en fait je partage son interrogation sur l'extension sans fin du champ de la sécurité sociale. Et je pense que bon, dans le cas de la bifurcation écologique, il y a des choses qui sont simples, qui relèvent du champ évident de la sécurité sociale. Par exemple, les problèmes de santé nouveaux, qui sont induits par la crise écologique. Ça, on voit bien que c'est simple. Enfin, simple. En tout cas, intellectuellement, en tout cas, on voit bien que ça rentre dans le champ de la sécurité sociale. Mais prenons par exemple la question du logement et des passoires thermiques. Est-ce que ça fait partie du champ de la sécurité sociale ? C'est quand même tout à fait discutable. Bon, donc je pense que à mon avis, il faut, si on n'est pas dans une logique d'extension sans fin du champ de la sécurité sociale, il faut essayer de bien discerner ce qui relève du champ de la sécurité sociale et ce qui relève des questions de service public. Par exemple, il faudrait un service public du logement, qui permette d'avoir de prendre en charge la rénovation, etc. Bon, je ne vais pas développer, mais donc là, je pense qu'il y a besoin vraiment d'un débat un peu plus précis. Bon, au-delà du diagnostic sur lequel je pense qu'il y a un accord en général, de voir qu'est-ce que la sécurité sociale pour prendre en charge et qu'est-ce qui relève d'une autre logique. Merci Pierre. Alors, vous rendez le micro, mais il n'est pas à moi. Donc, ce que je propose là, paresseusement, parce qu'en fait, il reste plus de temps, on a passé le temps de cette table ronde, c'est que je vais donner la parole à chacune des intervenants dans l'ordre inverse de tout à l'heure, et vous répondez à ce que vous voulez, mais en 2 minutes. Hein, voilà, 2-3 minutes max, ok ? En tout cas, vraiment, merci. Comme ça, Mathilde doit partir, c'est vrai. Ah oui. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors, Mathilde. Pardon, Mélanie. Puis donc moi, je vais répondre juste sur l'assurabilité et en fait, qui est, je pense, vous trois un peu la même question quand même. Et donc, en effet, pour moi, ce qu'on met dans une sécurité sociale, et encore. Ce qu'on socialise, et c'est pas forcément au sein de la Sécu, ça peut être d'autres choses. Ce qu'on socialise, c'est ce qui n'est plus pris en charge par le privé. Donc en fait, c'est-à-dire que le marché refuse de prendre en charge certains risques parce que ce n'est pas rentable, parce que ce sont des risques certains, donc ce sont des dépenses sèches, parce que ça crée de l'antisélection ou des choses comme ça. Et puis donc ce sont des risques systémiques, collectifs, hors de contrôle personnel et donc qui doivent être socialisés. Mais moi, en fait, ce que je porte, c'est que c'est pas forcément au sein de la Sécu, ça peut être d'autres choses. Voilà. Merci infiniment, Mathilde, et on te laisse évidemment rejoindre ton train. Encore merci pour ta participation. Du coup, je reprends l'ordre inverse, si on est d'accord.
Alors, sur la question qui est rejointe par différentes interventions sur qu'est-ce qui relève de la Sécu, qu'est-ce qui relève des politiques publiques et des services publics, moi je suis aussi parfaitement d'accord avec le fait qu'on n'a pas vocation à construire un modèle où la sécurité sociale devient ce qui prend en charge tous les risques aux conséquences sociales liées à la crise climatique et environnementale. C'est d'ailleurs précisément pour ça que je disais, pour moi, un des outils dont on manque politiquement, c'est justement de pouvoir faire le lien quand on discute, quand on vote des politiques publiques, y compris quand on vote des dispositifs sur nos services publics, les impacts positifs et négatifs sur la sécurité sociale. Parce qu'il y a des impacts immédiats. Quand on réduit les financements des énergies renouvelables, quand on diminue les investissements dans le rail, quand on désinvestit dans la transition écolo, ben ça a un impact direct sur les coûts pour la sécurité sociale, parce qu'à la fin, ça fait plus de personnes à couvrir. Et ça ne veut pas dire que je pense que c'est la sécurité sociale qui doit financer le train. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit, évidemment. Mais par contre, on doit penser tout ça, le piloter de manière conjointe. Sur les 211 milliards, je suis tout à fait d'accord. On a dit, bah oui, on a du mal à convaincre d'investir davantage. Il faut prendre l'argent qu'il y a, mais ça voudra dire investir davantage. En fait, si on conditionne les aides publiques aux entreprises, il y aura plus de 211 milliards, puisqu'il y en a. En fait, si on se met à les conditionner, eh ben forcément, je doute qu'on se mette à continuer à dépenser 211 milliards conditionnés. Je pense qu'il y aura un certain nombre d'aides si on respecte nos propres conditions, qui ne seront pas allouées aux entreprises, puisqu'elles ne respecteront pas les conditions, et qu'on pourra donc allouer autre part. Et ça, je suis parfaitement d'accord. En fait, et ça fait partie d'ailleurs du débat politique budgétaire qui s'ouvre. En fait, on est dans une logique aujourd'hui où on essaye... Enfin bon, voilà, vous connaissez par cœur le débat, les couper dans les dépenses, monter les recettes, etc. Mais en fait, on dépense énormément, sauf qu'on dépense de manière assez aveugle et pas là où ça nous fait faire des économies à terme. Et un dernier point peut-être sur la question européenne. Moi, je suis profondément européenne, fédéraliste, etc. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, typiquement, le risque climatique et environnemental et ses impacts sociaux, c'est un risque qui ne... En fait, on est consubstantiellement interdépendants, au moins au niveau européen. En fait, on l'est au niveau mondial. Mais au niveau européen, il se trouve qu'on a des institutions communes, un budget commun qui est embryonnaire par rapport à ce qu'il faudrait vraiment avoir. Mais c'est la raison pour laquelle les écologistes ont toujours été fédéralistes. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un risque commun auquel il faut des réponses communes, puisque, au fond, les politiques publiques qui ont des impacts environnementaux qui sont faits de l'autre côté de la frontière, de toute manière, ont des impacts sur nos coûts sociaux à nous. Donc, en fait, on peut s'inventer qu'on peut rester indépendant, mais c'est faux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, non seulement on considère qu'il faut augmenter le budget européen, etc., pour pouvoir mener des politiques redistributives au niveau européen, mais aussi des politiques en faveur du climat et de l'environnement au niveau européen, et que ce soit lié à l'ouverture de nouveaux droits sociaux européens. Sur 2-3 questions. D'abord, c'est la question la plus simple, est-ce qu'on connaît le radar travail environnement? Oui, pour ma part. Et je pense que c'est un outil non syndical qui permet, pas que le syndical d'ailleurs, même pour les travailleurs non syndiqués, ça les amènera peut-être d'ailleurs à se syndiquer, mais qui permet d'analyser son travail et son impact, d'abord l'organisation du travail et l'impact sur l'environnement, mais je pense que comme Sophie Binet intervient dans la table ronde suivante, peut-être qu'elle en dira plus. Ensuite, sur l'alimentation, bon, il y aurait tout à revoir sur l'alimentation. On parle des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Il y a besoin de fixer des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Il y a besoin de revoir la PAC, puisqu'on parlait des enjeux européens, puisqu'elle ne permet pas aujourd'hui de financer des exploitations à taille humaine, où on remet de l'emploi, où on a des pratiques agroécologiques. Donc, c'est un champ immense, celui-là. Est-ce que... Alors,
sur la question de la socialisation en général, oui, la question c'est d'étendre la socialisation, d'étendre la logique de la sécurité sociale, plus que tout faire rentrer dans la sécurité sociale. D'ailleurs, même pour les choses qui relèvent de la sécurité sociale, je prends la 5e branche sur l'autonomie, il y a une question, c'est est-ce que ça doit relever d'une 5e branche ou est-ce qu'on aurait dû l'intégrer aux autres branches? Parce que aujourd'hui, quand on voit comment elle est financée, avec une part des autres branches d'ailleurs, avec pas assez de financement, on voit qu'il y a un problème. Donc, je pense que si on crée une 6e branche sur l'écologie, on aurait des problèmes de financement qu'on se poserait aussi. Donc voilà, il faut bien tout penser en même temps, les objectifs sociaux qu'on veut porter, les moyens de les financer et la démocratie qui permet de conduire ces transformations-là. Ça me paraît décisif. Donc il faut qu'on puisse, dans le cadre de ces débats, prendre le temps d'approfondir ces questions-là. Et on est face à un champ immense parce que je pense que une des choses qu'on devrait retenir de ce débat, c'est qu'il est très insuffisamment débattu justement et pensé, et que ça doit amener à d'autres initiatives de ce type parce qu'on est très très loin aujourd'hui d'avoir les dispositifs pour répondre à la protection écologique. Merci, tout à fait en accord de ce qui vient d'être dit, mais et aussi on a aussi un manque criant de recherche. La recherche est balbutiante. Mathilde l'a dit, on manque de données, on manque d'analyse, on manque de tas de choses. Donc ça vraiment aussi, c'est un enjeu très très important. Je voudrais revenir sur cette idée de sécurité sociale. Alors il y en a qui pensent sécurité sociale comme quelque chose d'organisationnel, d'institutionnel. Il y en a d'autres qui pensent de manière plus large, c'est un outil de mutualisation, un choix, une convention sociale, un choix social de mutualisation de certains risques. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Et il faut tout de même savoir que si on prend la santé, par exemple, ça ne va pas de soi. Que comme en Belgique ou en France, on le fait sous forme de remboursement des soins de santé, de la sacralisation du libre choix du médecin, etc. Il y a d'autres pays, et même une grande majorité, ou en tout cas de nombreux pays développés, qui ont fait le choix d'un service de santé publique. Et c'est quand même de la sécurité sociale, en tout cas c'est comme ça que Beveridge l'entendait. Donc la sécurité sociale, ce n'est pas juste mutualiser pour donner des prestations a posteriori, c'est aussi... Donc il faut... On entre dans une crise énorme, on est dedans, on doit réfléchir besoin par besoin fondamental. Comment est-ce qu'on peut faire le mieux possible pour à la fois satisfaire les besoins essentiels, la justice sociale et en créant le moins de dommages écologiques possible. Et à cet égard-là, un service public de soins de santé est plus écologique a priori qu'un remboursement à l'acte où c'est l'offre de soins qui détermine la demande. En Belgique, l'exemple emblématique qu'on donne dans le rapport, c'est celui des maisons médicales, où en fait c'est l'assurance soins de santé qui finance des maisons médicales dans les quartiers. Vous avez sûrement ça aussi. Alors c'est très démocratique, souvent les patients sont participants à part entière de la politique de la maison médicale, et c'est la maison médicale qui décide comment elle alloue les moyens à certains soins de santé, mais aussi à la prévention, en fonction du quartier où elle se trouve. Pour nous, c'est vraiment un magnifique exemple de protection sociale écologique. Voilà. Merci beaucoup. On va s'en tenir là pour cette table ronde. On a un petit moment de pause. Merci à Mathilde qui nous a déjà quittés et merci à Pascal, Mélanie et Igor pour leur participation. J'ai trouvé que c'était de très bon niveau. Moi, j'ai beaucoup appris et donc je reviendrai.